Julien. Donc, Julien, il est directeur associé de Just Happiness et président d'UCC Grand Sud et administrateur de la filière communication. Du coup, il va nous parler de la question des compétitions responsables. Parce qu'on est dans un secteur où on est soumis à beaucoup d'appels d'offres, on répond à beaucoup de choses. Et du coup, Julien va parler de ce sujet qui est très actuel, particulièrement cette semaine. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler d'une nouvelle voie vers des compétitions plus responsables. Je vous rassure, on va engueuler personne, on ne va pas engueuler les annonceurs, on ne va pas engueuler les agences qui ne jouent pas le jeu non plus, mais plutôt essayer de parler de nouvelles pratiques et de quelque chose qui est en fait tout récent, et c'est pour ça qu'on a assez pu en parler, c'est que c'est un travail qui a duré 2 ans en médiation et qui a été présenté officiellement hier à Paris en conférence de presse. Donc jusqu'à hier, on ne pouvait pas en parler, et maintenant, effectivement, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Ce sujet, c'est ça, c'est les lignes de conduite pour des consultations plus responsables et attractives. Pourquoi on s'est intéressé à ça? Effectivement, parce qu'il n'y a pas de tromperie non plus sur le sujet du jour, c'est qu'une compétition, son but, c'est de trouver l'agence partenaire avec laquelle on va pouvoir travailler, mettre en œuvre des campagnes et créer de la communication. C'est le début de la relation. Si le début de la relation n'est pas bon, si le cadre de travail de cette compétition n'est pas bon, ça va être compliqué d'avoir une relation gagnant-gagnant qui soit performante, qui crée de la richesse des deux côtés et qui dure sur le long terme. Donc, on le sait, c'est un sujet qui est récurrent, qui date de, je ne sais même pas combien de temps, des dizaines d'années. Donc, on a démarré ce travail-là il y a 2 ans. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La filière communication, vous ne savez peut-être pas ce que c'est assez récent. Ça a été créé quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie parce qu'il n'y avait pas de filière de services. Il y avait des filières pour l'industrie, il y avait différentes filières, mais pas de filière pour les services, et notamment la communication qui pèse lourd en termes d'emploi et en termes de chiffre d'affaires en France. Donc il a demandé à ce que ce soit structuré. D'un point de vue statutaire, c'est présidé par le ministre de l'économie, toujours. Donc aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. Et d'un point de vue opérationnel, c'est sa vice-présidente, Mercedes Serra, qui en fait est aux manettes de la filière communication. Et qui regroupe de nombreuses organisations comme l'UCC Grand Sud, dont je suis président, comme Place de la Communication, dont est président Étienne aussi, et d'un petit peu toute la France. Il y a l'ACC, il y a l'événement, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'une médiation de filière? En gros, il y a 2 ans, on s'est dit, on n'en peut plus de ces appels d'offres, notamment sur le public. Pourquoi le public? Parce qu'il y a un cadre légal. Pas parce qu'ils sont pires que le privé, mais parce que sur le public, il y a un cadre légal qui est assez méconnu et qui est du coup pas appliqué, qui est dur à appréhender honnêtement. Donc, ce n'était pas un problème du Sud, ce n'était pas un problème du Nord, de Paris, de l'Est ou de l'Ouest, c'était un problème national. On a saisi le médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises, c'est un organisme de Bercy, du ministère de l'économie, qui est là justement pour résoudre des problèmes. On a monté avec eux une médiation de filière. Le but était de mettre autour de la table le plus d'acteurs possible de la commande publique, côté commanditaire comme côté prestataire, donc au niveau agence. Donc elle a démarré officiellement en début 2021, un peu plus dans le résultat, et effectivement on a réuni vraiment tout un tas d'organisations, toutes celles-là, donc je ne vais pas vous les citer, vous les verrez peut-être si ça écrit plus gros, mais pour les principales, on avait les ministères, il y avait l'État, il y avait les maires de France, les directeurs généraux des services, il y avait beaucoup de représentants côté agence et aussi beaucoup de représentations côté communicant public. Donc Capcom, communication publique et d'autres comme ça. Différentes régions, Place de la communication était là, on avait la Bretagne, il y avait le Sud, il y avait la Bourgogne, il y avait voilà, vraiment pas mal de monde avec des structures mixtes qui regroupent des agences et des annonceurs. Donc, autant vous dire, quand on a fait la première réunion fin 2021 à Bercy, qu'on s'est retrouvé à 40 dans une grande salle et qu'en gros, tout le monde est venu vider son sac en disant « on n'en peut plus de vos appels d'offres », le climat était un peu tendu. Finalement, on a bossé, on a travaillé, on est venu avec des propositions, on a discuté et après 2 ans de boulot, on est arrivé effectivement à se dire il faut, enfin, on a mis 2 ans, pas pour se rendre compte, mais pour aboutir tous ensemble, à créer ces lignes de conduite. Le but n'était pas de passer un coup de gueule. Le but était de créer un outil en fait qui guide les gens. Les collectivités publiques, il faut savoir que
les DIRCOM ont des services de marché, parfois des services achats, qui sont des juristes qui ne connaissent pas forcément la communication. Et les DIRCOM que vous êtes peut-être, vous êtes comme moi, pas des techniciens juridiques et vous ne savez pas monter un appel d'offres. Donc, c'est un terrain assez compliqué. Je me retourne tout le temps, mais en fait, il y a des trucs devant. Voilà pourquoi on a décidé de créer ces lignes de conduite. À qui elles s'adressent? Tous les acheteurs publics, quels qu'ils soient. Donc, on a fait quelque chose de très synthétique. Ça fait 24 pages. C'est très pédagogique. Et qu'on soit DIRCOM, élu, agence, service juridique ou service des marchés, on va pouvoir en fait comprendre le contenu et trouver suffisamment de bases pour montrer des compétitions vertueuses. Donc, c'est ça les lignes de conduite, ce petit document de 24 pages, vraiment synthétique, et qui est fait à la fois, et ça j'insiste là-dessus, basé sur le cadre légal existant. Il y a le code de la commande publique qui explique une partie des choses, même si il est compliqué à appliquer sur notre métier. Les lignes de conduite viennent en parallèle pour les préciser. Donc, une partie des éléments sont de l'ordre de l'obligation réglementaire pure, et ça a été validé par la direction des affaires juridiques, et de l'autre viennent de conseils des différentes parties qui ont participé pour créer ces éléments-là. Donc on va parler parcours de l'acheteur responsable, on va parler présélection des candidats, on va parler d'un sujet qui a été effectivement un des plus discutés sur l'indemnisation. Quand est-ce qu'elle a lieu? Quand est-ce qu'elle est obligatoire et à quelle hauteur? Honnêtement, c'est clé. Je vais passer un peu de temps sur ce point-là en particulier, les autres un peu moins. Mais on n'a pas focalisé que là-dessus. On a parlé droit d'auteur, on a parlé des prix, on a parlé des délais, des critères RSE, enfin, en tout cas de prendre en compte les critères RSE des candidats. Parce qu'on avait des appels d'offres, où ça arrive encore, hein, qu'on ait des appels d'offres où, en gros, le candidat est jugé aussi sur ses critères RSE, ce qui est super. Mais par contre, on vous demande un boulot monumental sans jamais être indemnisé. Là, on se dit, quitte à faire quelque chose de responsable, autant l'être dès le départ. Donc, on a balayé un petit peu tous ces sujets-là. Et ça commence par ce qu'on a appelé le parcours de l'acheteur responsable. C'est vraiment un schéma assez simple pour se dire qu'il n'y a pas 40 000 cas de figure, en fait. Même s'il y a plein de collectivités, il y a plein de besoins différents, en fait, la réflexion, c'est la même. Je dois qualifier mon besoin dès le départ. Je dois me poser la question, effectivement, pour savoir de quoi j'ai besoin. Une fois que je sais ça, je sais si je peux choisir mon agence sur des références similaires, une note d'intention, une méthodologie, en discutant, en posant un cadre, et je peux choisir mon agence pour m'accompagner sur différents sujets. Ou, et c'est une possibilité, j'ai absolument besoin de voir une créa, une strat, ou quelque chose pour choisir un projet et non plus choisir l'agence, seulement l'agence. Les deux sont possibles, sauf que dans le deuxième cas, ça implique notamment l'indemnisation. Et donc, c'est le point d'après. Si j'en parle, c'est parce que il ne faut pas la voir comme quelque chose de financier. Là, je vais parler de l'indemnisation d'un côté plus vertueux en termes de philosophie. Le but d'une indemnisation n'a jamais été de gagner de l'argent et ce n'est pas le but. Si vous êtes un annonceur et que vous savez que dans le cas de figure où vous allez demander un travail de stratégie ou de création, vous devez, c'est pas vous pouvez, hein. Là, le code de la commande publique est super clair, c'est vous devez prévoir une prime d'indemnisation. Vous allez vous poser la question, premièrement, est-ce que j'ai besoin de voir une créa ou une strat pour choisir l'agence? Souvent, pas forcément, mais bon, c'est l'usage, donc on le demande. Si je paye, on va voir. Est-ce qu'on développe du budget? Est-ce qu'on prend du budget de la collectivité pour faire notre choix? Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Est-ce que je vais devoir voir un concept créatif ou est-ce que je vais demander d'avoir toutes les déclinaisons jusqu'au flyer et au post Facebook? Parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus aussi. Donc, on réduit l'effort. Et ensuite, c'est humain. Quand on indemnise, on cherche à avoir une réponse plus pertinente. Donc, on va mieux travailler son brief, on va se poser les bonnes questions, parce que du coup, on va investir réellement de l'argent pour avoir une réponse. Donc, autant poser la question la plus claire possible. Et la dernière vertu, mais non des moindres, c'est que quand on indemnise, on présélectionne. C'est impossible de faire, en tout cas ça serait délirant, de faire un appel d'offres public ouvert dès le départ en vous demandant des créations à tout le monde et en indemnisant tout le monde. Ça va coûter une fortune à la collectivité, ce n'est pas le but. Par contre, faire un appel d'offres en 2 tours. Dans un premier temps, on va demander des références similaires, les méthodologies, on va voir quelles sont les agences les plus aptes à nous accompagner. Puis on va en sélectionner entre 3 et 5. Et entre ces 3 et ces 5, on va leur donner un exercice. On va leur dire, voilà ma problématique.
qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour aller de l'avant par rapport à ça? Et effectivement, et on va indemniser les candidats qui n'auront pas été retenus. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que l'indemnisation n'est pas là pour faire perdre de l'argent d'un côté ou pour en faire gagner de l'autre. Elle est là pour encadrer le processus, et parce qu'en fait, sinon elle donne lieu à des dérives quand elle n'apparaît pas. Ce qui la rend aussi obligatoire, là je reviens dans le cadre de la commande publique, c'est que de nombreuses structures vont être découragées de répondre. Découragées, j'entends par là, dans l'incapacité financière de répondre à des consultations qui demanderaient trop de travail s'il n'y a pas d'indemnisation derrière. Du coup, le libre accès de la commande publique, qui est quand même son principe de base, est cassé. Et c'est pour ça que dans le code, elle est obligatoire. Je vous le disais, on a fait ce travail sur la partie commande publique, parce qu'il y a un cadre, mais en fait, vous pouvez prendre exactement les mêmes principes et les appliquer sur le privé. C'est juste que sur le privé, on peut se dire, on le fait, on le choisit, on le décide en entreprise avec les différentes personnes qui composent l'entreprise, mais je ne suis pas contraint par un cadre juridique qui m'interdit de le faire ou pas. Les acheteurs publics doivent composer avec le code, comme le code du travail, pour arriver à bâtir leurs appels d'offres. Donc, c'est le but de ces lignes de conduite. Donc la philosophie, en fait, elle nous a été donnée par la direction des affaires juridiques, qui nous a aidé à dénouer ce nœud qui était très honnêtement le plus compliqué. C'était de se dire, un marché public, un appel d'offres, c'est fait pour choisir une agence. C'est pas fait pour choisir un boulot. Quand on choisit une agence, j'ai pas forcément besoin de lui demander un exercice de strat ou de créa. Si je dois choisir un travail, un projet, là, je bascule dans le cadre du concours. Et pour un acheteur public, le concours, notamment sur tout ce qui est architecture, c'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est quelque chose qu'ils savent manier, et ils savent qu'un concours doit être indemnisé. Donc, c'est ce qui est représenté en fait avec cette petite timeline. Soit le travail démarre avant l'attribution du marché, parce que j'ai besoin de choisir un projet, en plus de l'agence, et donc concours, ou en tout cas philosophie du concours, et indemnisation. Soit, en fait, non, je ne demande pas de travail avant de choisir mon agence. Dans ces cas-là, pas de souci, on est sur un marché public classique. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, parce que l'indemnisation, les compétitions, vous avez du tout en entendre parler depuis un moment. Moi, je suis né avec et ça ne m'a pas choqué, en fait. On a tellement été élevé au berceau avec ça qu'il y a quelques années, pour ma boîte à moi, quand j'ai vu en fait le temps passé, l'argent et l'énergie qu'on mettait sur des choses qui étaient peut-être jetées à la poubelle, on s'est dit, mais ça ne me correspond plus. Moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté à titre perso, et il n'y a que 3 ans, c'est pas français, que ça me choque vraiment et qu'on a démarré ce travail au complet avec la filière. Donc, c'est une avancée qui est pas moindre, on l'espère. Ça date d'hier, donc c'est encore un peu frais pour avoir des résultats. Mais ça avait vraiment été adopté par tous, et avec, encore une fois, je le répète, ça paraît anodin, mais une validation de l'État, de la direction des affaires juridiques, qui commente et qui guide tous les acheteurs publics en France de cette légalité. Donc maintenant, en fait, il y a pour la première fois un cadre clair sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Je vais plus vite sur la fin, mais on a parlé droit d'auteur. On a parlé droit d'auteur parce que c'est quelque chose qui est absent des appels d'offres en règle générale, parce qu'on ne sait pas très bien le gérer, côté agence comme côté annonceur, donc c'est tabou, on ne sait pas le gérer, on ne le gère pas, et c'est mieux comme ça. Alors qu'en fait, quand vous faites une créa, et que finalement elle est utilisée 3, 4, 5 ans d'affilée, effectivement, on se dit, bah, finalement, mes droits d'auteur, ils sont où? Bah, en fait, c'est tout simple. Donc on donne là un conseil, un outil. Vous avez un bordereau de prix, vous dites, ma campagne, elle coûte tant, très bien. On considère que la première année, les droits sont inclus. Vous rajoutez juste une colonne sur le bordereau de prix, extension des droits pour 1 an supplémentaire. C'est aussi simple que ça. À l'agence de mettre son prix, l'acheteur a une gestion responsable des droits parce qu'il continue à rémunérer le créateur, et pour autant, il fait des économies de budget, parce que si effectivement il utilise sa campagne pendant plusieurs années, il n'est pas obligé de repayer chaque année pour une utilisation plein pot de la création. Donc, c'est plein de choses comme ça, je ne peux pas toutes les passer, mais pondération du critère prix, ça c'est souvent vrai sur la commande publique. Je ne l'ai jamais réalisé, et quand je l'ai compris, je suis tombé des nues. On le sait, hein, une note de prix, une note technique. La note de prix, celui qui répond le plus bas, il a 100% de la note. Okay. Par contre, celui qui répond le meilleur dans la note technique, il a rarement 100% de la note. Hein. Vous allez avoir 17, 18 sur 20 au taquet. Donc en fait, les critères,
vous n'êtes pas jugé à 100% sur la note technique, vous êtes jugé sur 70% de la note technique. Donc le prix, même s'il est annoncé à 40%, en fait, il compte dans 50% de la décision. Donc ne serait-ce que rééquilibrer en pondérant le critère technique pour dire celui qui a la meilleure note, on lui attribue 100% de la note et on fait une règle de 3 pour faire remonter tout le monde, on réétablit prix et technique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on est un DIRCOM ou quand on est une agence, en tout cas je le pense, on achète de la compétence, de la valeur. On n'achète pas que du prix. Et en fait, du coup, si on ne fait pas ça, on laisse le prix prendre une part qu'on ne maîtrise pas dans le déroulé. J'ai parlé de la prise en compte, effectivement, des critères RSE des candidats. Donc ça, il y a des choses claires et notamment des choses qui ont été aussi imposées. Mathieu, tu parlais de la loi climat et résilience. Donc la loi climat et résilience impose aussi ça maintenant dans le cadre des marchés publics, en tout cas. Et quelque chose qui nous tenait à cœur sur la gestion des délais. Quand on est une entreprise en général, mais aussi un acheteur public qui est un petit peu soumis à l'actualité, on a besoin de réactivité. Sauf qu'en fait, nos métiers sont de plus en plus dans la réactivité. Et c'est assez effrayant de voir plusieurs baromètres. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez mesuré, mais en tout cas, ça a été mesuré, pas par moi, mais dans le Sud. Et c'est assez effrayant de se dire que la compétence la plus attendue dans une agence, c'est sa réactivité avant la créativité. Et c'est vrai que moi, quand je fais ce métier, c'est pour la créativité, pour l'efficacité et pas pour la réactivité. Et je pense que c'est pareil pour nos équipes. Donc, c'est bien de mettre des hauts là sur des choses comme ça. Pareil, c'est tout bête. J'ai besoin que je suis un acheteur public, j'ai besoin que mon candidat me montre qu'il peut être réactif. Parfait. Mais si en fait on lui demande un bordereau délai, on lui dit dans combien de temps il te faut pour faire une campagne, il dit je peux la faire en 3 jours. Super. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va avoir une campagne, il va être dans le jus, il aura 3 jours pour la faire. Si on lui dit bon, quel est le temps moyen pour faire une campagne? Il faut 15 jours. OK. Et si j'ai une urgence, tu peux la faire en combien? Si tu as une urgence, je peux la faire en 3. C'est pas la même. Ça veut dire qu'une ou 2 fois par an, il va y avoir un coup de bourre parce qu'il y aura un sujet d'actualité sur lequel on devra réagir pour faire en 3 jours. Et ça ne fait pas peser la même pression sur toutes les équipes des prestataires en com qui travaillent toute l'année parce qu'ils se sont engagés, parce qu'il fallait dire qu'on la faisait en 3 jours. Donc je caricature un peu, mais je ne suis pas complètement loin de la vérité. Il me reste 3 minutes, donc je vais aller vite sur la fin. J'arrive au bout, hein, je te rassure. Pour un ordre d'idée, pour se donner un ordre d'idée, on a voulu comparer en fait une consultation type, donc on a posé une hypothèse, c'est présent dans les lignes de conduite, en se disant, tiens, quel est l'impact économique et quel est l'impact sur la partie empreinte écologique d'une consultation. C'est une évaluation, c'est là pour donner un ordre de grandeur, pas plus. On a pris une hypothèse, une sur une compétition entre guillemets classique, pas forcément de shortlist, une dizaine de candidats qui répondent, une semaine de boulot demandé. C'est pas énorme, hein. Tout corps de métier confondu, c'est pas énorme. Et pas d'indemnisation. Et de l'autre, OK, on prend les principes des lignes de conduite, on shortlist 3 candidats, on ne fait bosser que ces candidats et on les indemnise à hauteur de 80% du montant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans les lignes de conduite, du coup, vous irez voir, parce que j'aurai pas le temps de tout le faire, on donne 3 règles de calcul de l'indemnisation. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit qu'elle était obligatoire, super, comment on le fait? On donne 3 principes pour arriver à une indemnisation juste, sinon elle ne sert à rien, et que du coup chaque acheteur peut prendre en fonction de ses compétences. Par exemple, la ville et la métropole de Rennes prennent 10% du budget de l'appel d'offres en année 1 pour indemniser les candidats. Attention, ça marche uniquement sur l'exercice qui a été demandé. Si vous faites un appel d'offres sur du média, ça ne marche pas. On n'a pas acheté le média pour l'appel d'offres, donc il ne faut pas prendre en compte la méthode des 10% dans ce cas-là. Donc il y a 3 méthodes disponibles pour calculer l'indemnité. Et donc, comparatif entre les 2 méthodes, celle des lignes des conduites et la méthode qu'on retrouve très fréquemment, 95% de réduction du coût supporté par les entreprises et 70% effectivement de CO2 en moins. Donc on l'a calculé avec un cabinet, on ne l'a pas fait nous, je suis pas technicien pour faire ça, mais c'est juste que tout simplement il y a 7 agences, 10 jours de travail qui ne vont pas travailler autant parce qu'en fait eux ils auront été écartés autour de candidatures et ils ne seront pas allés jusqu'à la partie finale. Donc, je conclus en vous disant que vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la filière communication, mais pas que, mais en tout cas sur le site de la filière communication, dans la partie consultation publique. Il y a les lignes de conduite, elles sont accessibles à tous. On a même mis une boîte à outils pour les acheteurs publics pour qu'ils puissent télécharger des ressources sur une compétition plutôt bien foutue avec 2 tours de sélection, quelques critères intéressants, comment pondérer un critère prix. Donc on a mis des ressources téléchargeables pour tous. Encore une fois, le but était d'être constructif et proactif. Et
Pour finir, je voudrais juste que vous ayez un truc bien en tête dans ce projet, parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas un truc qui a été fait entre agences, à Paris, pour les agences contre les annonceurs. C'est appel d'offres, des consultations publiques plus responsables et attractives. Autour de nous, il y avait Capcom, Communication publique, les maires de France, l'État. Il y avait énormément d'acheteurs et d'annonceurs avec nous, côté communicant comme côté service juridique et service des achats. Tout le projet a été validé par toutes les personnes que je vous ai montrées au début du document. Et ils sont tous en train de le promouvoir, de le porter, parce qu'en fait, on a tout à gagner quand on est un DIRCOM, à sélectionner, à attirer les meilleurs talents, à avoir les meilleures propositions lors de l'appel d'offres pour justement créer en fait une relation vertueuse qui va durer dans le temps avec son partenaire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et c'est ce qui fait que j'espère, après différents débats et différentes tentatives qu'on a pu avoir ces dernières années, ces 10 dernières ou 20 dernières années sur le sujet, j'espère, en tout cas en étant optimiste, que là on a une solution parce qu'on l'a fait tous ensemble. Donc gardez bien ça en tête, on n'est pas du tout dans un coup de gueule, on est vraiment dans quelque chose où on a tous à gagner à suivre ces principes-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup Julien. C'est vrai que finalement, toute la partie achat responsable, ça fait aussi partie de l'éthique du communicant, de aussi voir des deux côtés comment on agit. Et du coup, par rapport à l'implémentation de la charte, enfin le fait d'aller vérifier qu'elle est bien mise en œuvre, il y a des choses qui sont prévues ou Alors, c'est très compliqué d'avoir une vérification là-dessus. On réfléchit à des méthodes de mesure, justement en interrogeant sur des sondages. On va voir comment on peut aller à cette étape-là. Mais comme on en a accouché hier, c'est encore un peu frais. Mais c'était vraiment pas juste un coup de com'. On a déjà eu des engagements qui ont été pris. L'Association des maires de France va l'envoyer à tous les maires de France et le mettre sur leur site. Le médiateur des entreprises, donc du coup qui est l'État, l'a mis ce matin aussi sur son site. C'est eux qui nous ont accompagnés sur toute cette démarche pour arriver à faire en sorte qu'on avance ensemble plutôt que dans l'opposition. Les syndicats des directeurs généraux des services, donc ceux qui sont en fait les DG des mairies, si on veut dire en dehors des élus, vont l'envoyer aussi à tous leurs membres. Donc c'est un DGS sur 2. Capcom va en faire le sujet de son forum à Toulouse, mais c'est un forum national pour les communicants publics en fin d'année. Aujourd'hui, comme en or, il y en a d'autres prévus. Donc comment on sait qu'elles sont impliquées? Déjà, en fait, le stade, ça va être de les faire diffuser, de faire des formations, de faire de la pédagogie, de montrer. Encore une fois, c'est un doc qui est extrêmement simple. Il a été conçu pour être simple, pratique. Je le lis, je comprends, je vois comment l'utiliser. Peut-être pour les écoles aussi, les écoles, on va en parler, et notamment, en fait, si tu veux, c'est une proposition qu'on a eue hier, donc du coup d'un acheteur public, d'essayer d'impliquer ce qu'on appelle les CNFPT, Centres de formation de la fonction publique territoriale. Donc c'est eux qui forment les services achats, les services des marchés. Donc effectivement, si eux dispensent des formations, d'ici 3 ans, on sait que quand on vous demande de la strat ou de la créa sur un appel d'offres, il faut l'indemniser. Ok. Très bien. Et puis peut-être les écoles de com, parce que écoles de com aussi, mais futurs communicants internes ou externes dans le public. Ok, super. Vous avez des questions sur cette thématique? Non, merci beaucoup Julien. De rien.